Jonathan Ascovici, est-ce que vous partagez ce constat de où on en est dans le cycle par rapport à ce que dit Romain? Bon, vous qui êtes dans l'écosystème depuis longtemps, qui êtes Bitcoin maximaliste, difficile de pas être un petit peu euphorique quand même, sachant qu'on est aux portes des 6 chiffres sur le Bitcoin en dollars. Et Romain l'a rappelé, il y a 2 ans, on était autour des 16-17 000 dollars. Donc c'est assez incroyable. Là, pour vous, on en est où dans le cycle à peu près? Alors Amaury, je tiens à le rappeler qu'il y a 2 ans, jour pour jour, Bitcoin touchait 15 500 dollars. C'était évidemment les conséquences de la chute d'FTX et puis de toutes les mauvaises nouvelles qu'il y a eu, on s'en rappelle en 2022. Donc effectivement, là, c'est la consécration. J'ai envie de dire, on vous l'avait dit. Effectivement, pour tous ceux qui pensaient que Bitcoin était mort, que Bitcoin ne servait à rien, que Bitcoin allait tout droit à zéro, et c'est une petite pensée pour Philippe Brassac, CEO du Crédit Agricole. Effectivement, aujourd'hui, Bitcoin est en passe de toucher les 100 000 dollars. C'est vrai que on rentre dans une phase où finalement le prix est inconnu, donc dans cette fameuse phase de découverte de prix. Après, moi, j'aime pas trop parler de cycle parce que finalement, pour moi, on est en bull run perpétuel, compte tenu du fait que on va sur tout simplement un sujet très simple qui est la perte de pouvoir d'achat des monnaies traditionnelles et qui est inéluctable et qui est infinie. Donc pour moi, Bitcoin a encore de très très beaux jours devant lui, même si évidemment Romain, tu as raison de dire aux téléspectateurs de BFM Crypto de faire attention, même si en fait le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est tout simplement détenir des bitcoins, les conserver et passer finalement des beaux jours dans les prochains mois. En tout cas, c'est ma conviction personnelle de bitcoiner. Effectivement, prise de recul de Jonathan, quand on dézoome, effectivement, on voit que pour l'instant, en tout cas, le Bitcoin a cessé de prendre de la valeur, même s'il y avait il y a eu des plus bas, mais de plus en plus hauts, et des plus hauts, eux, de plus en plus hauts. Donc Bitcoin prend de la valeur sur le long terme, mais reste volatile, même s'il est de moins en moins. Jonathan Erskovici, effectivement, on a compris que vous faites partie des Bitcoin maximalistes qui regardent moins le prix, qui sont plus long terme, mais quand même, est-ce que vous regardez ce genre d'indicateurs au-delà du prix dont vient de parler Robin? Alors Amaury, vous avez la mémoire courte, parce que ici même sur ce plateau, il y a à peu près un mois, lorsque je suis venu, je parlais de cet indicateur-là et je spécifiais qu'on était au plus bas. Et effectivement, certaines et il s'est réveillé depuis. Et il s'est réveillé depuis. Et en fait, j'ai envie de dire, la seule explication rationnelle à ce réveil, c'est l'élection de Donald Trump, qui a eu justement un effet mondial directement, avec tout un tas de conséquences dont on ne mesure pas encore les impacts. Et c'est ça qui est dingue, c'est que on parle quand même de la première puissance économique mondiale, Donald Trump qui est pro-crypto, pro-bitcoin, avec, je rappelle, Cynthia Lummis, la sénatrice, qui a déclaré que les États-Unis allaient acquérir du bitcoin dans les réserves stratégiques. D'ailleurs, je trouve qu'on n'en parle pas trop. Mais justement, Jonathan, on peut faire un point tout de suite là-dessus, sur ces États, effectivement, qui ont potentiellement pour projet de constituer des réserves stratégiques en Bitcoin. Déjà, pour commencer, c'est quoi en gros une réserve stratégique en Bitcoin? C'est quoi le projet derrière? Déjà, il faut savoir qu'en général, les États, lorsqu'ils constituent des réserves stratégiques, ils se positionnent plutôt sur de l'or ou des devises, ou plutôt du dollar. Donc ça, c'est, on va dire, classiquement ce qu'il se passe. Et là, dans ce cas-là, les États finalement et les États-Unis en leader quelque part ont décidé de se constituer cette réserve stratégique en Bitcoin, et ce pour 3 raisons. La première, c'est tout simplement pour diversifier leurs réserves stratégiques, parce qu'aujourd'hui ils ont principalement de l'or et des devises. Donc dans une logique de diversification, finalement acheter du Bitcoin, c'est plutôt logique. On a évidemment la protection contre l'inflation et contre l'érosion justement du pouvoir d'achat des monnaies traditionnelles. Et puis finalement, quelque chose qu'on oublie, c'est la modernisation de l'économie et finalement rendre un pays plus attractif. Et c'est ce qui s'est passé évidemment au Salvador, où on a énormément d'investisseurs qui sont venus depuis justement la déclaration de Bitcoin monnaie légale. On a depuis d'autres pays qui commencent à s'y intéresser. On a le candidat à la présidentielle en Pologne qui a annoncé, qui réfléchissait. Alors après, est-ce qu'on est dans une logique politique, politicienne, ou est-ce que ce sont des vraies convictions? Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle
pour le bitcoiner que je suis. On a la Slovénie également qui en parle, sans compter évidemment le Bhoutan. Alors, ou le Bhoutan d'ailleurs, je ne sais plus comment, le Bhoutan, pardon, qui depuis 2020 a investi largement dans l'industrie du minage, et aujourd'hui, alors je sais plus exactement combien de bitcoins ils détiennent, mais en tout cas, j'ai vu que ça correspondait à 36% de leur PIB. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, finalement, ce choix stratégique qui a été opéré il y a quelques années s'avère archi payant aujourd'hui. Donc, je pense que cette impulsion finalement va s'amplifier. Ce n'est que le début, et ce qui va évidemment avoir une pression acheteuse, enfin une pression haussière, pardon, sur les prix, et ce n'est que le début. Et c'est intéressant effectivement, parce que souvent quand le Salvador a adopté Bitcoin en monnaie légale en 2021, les détracteurs disaient c'était un peu hautain, ils disaient c'est que le Salvador entre guillemets. Maintenant, quand il y a Trump qui passe aux États-Unis, on se dit oula, c'est les États-Unis. Et là, maintenant que les États-Unis parle de réserves stratégiques en Bitcoin, on peut pas dire non mais c'est les États-Unis. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et d'ailleurs dans ces réserves stratégiques, un peu ironie, c'est que justement Cynthia Lummis propose potentiellement de vendre de l'or pour acheter du Bitcoin, pour financer les achats de Bitcoin. Le grand game changer entre guillemets là, c'est les États. Puis on a aussi des sociétés qui commencent déjà depuis longtemps à acheter du Bitcoin. Numéro 1, c'est quand même MicroStrategy qui en a racheté. Ils en ont racheté quand même pour 4,6 milliards de dollars de Bitcoin là en début de semaine. Ils détiennent maintenant plus de 331 200 bitcoins à l'instant où on se parle. Donc, c'est valorisé aujourd'hui à plus de 30 milliards de dollars. C'est assez fou. Et puis, ils prévoient de continuer à en acheter un. On voit que les entreprises ont bien compris, et effectivement, on peut remercier Michael Saylor, en fait, quelque part, qui a initié ce mouvement. Mais là, je rappelle que Microsoft, le 11 décembre, dans sa présentation aux actionnaires, va proposer justement une résolution qui va permettre à Microsoft d'acheter éventuellement du Bitcoin dans sa trésorerie. Ils voulaient mettre 1%, je crois, de leur trésorerie en Bitcoin. Voilà. Après, je sais pas quel est le niveau de trésorerie de Microsoft, mais c'est juste colossal. Mais ça représentait beaucoup d'argent. Voilà. Et donc, qui dit Microsoft derrière? Franchement, je pense que dans 2 à 3 ans, la moitié du Nasdaq, si évidemment Microsoft commence à déclencher finalement cette dynamique, la moitié du Nasdaq pourrait acheter du Bitcoin dans sa trésorerie. Donc, ce qui va évidemment, encore une fois, faire en sorte que les prix du Bitcoin vont monter, s'accumuler justement aux États. Finalement, Bitcoin a de très très beaux jours devant lui. Ce sera la deuxième vague d'adoption. On commence à la voir. Je pense pour les paiements. Ouais, en fait, je pense que là, on est vraiment plutôt dans une logique d'adoption liée à l'utilité de réserve de valeur. Et effectivement, l'utilité de paiement viendra dans un second temps lorsque cette utilité de réserve de valeur aura été généralisée. Peut-être quand un jour où il sera moins volatile aussi, peut-être. Probablement. C'est justement une fois qu'on aura une généralisation de cette utilité, peut-être que l'utilité de paiement sera plus évidente en tout cas. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça va se stabiliser et ça va être un peu presque comme un stablecoin, entre guillemets, qui aura une capitalisation tellement énorme que finalement, ça bougera plus tellement et que ce sera juste une réserve de valeur vraiment dans le sens où ça perd pas de valeur, mais ça n'en gagne pas forcément. Alors moi, j'en suis convaincu et je crois même que sur ce plateau, Guillaume Sommerer, avec vos invités Owen et Claire, parlait d'un Bitcoin à $1 million. Et effectivement, je pense que Bitcoin peut atteindre ce $1 million et on aura atteint à peu près à ce moment-là la capitalisation totale de l'or. Et effectivement, à ce moment-là, on pourrait considérer, compte tenu de l'effet d'inertie, du poids de Bitcoin qu'aurait du coup par rapport à tous les actifs mondiaux, une forme de stabilité dont vous parlez. Après, c'est difficile de prévoir parce que personne ne lit l'avenir. Évidemment. Mais effectivement, avec une telle capitalisation, les effets de masse et la volatilité devraient réduire, à mon sens. Si vous avez du Bitcoin et que votre référence est Jonathan, il vendra jamais. Il vendra pas. Et c'est très bien de ne pas vendre. Dans ce cas-là, vous vous fichez du marché. Dans ce cas-là, vous ne regardez pas le marché. Oui et non, Amaury. Rapidement, pour répondre à cette question-là, moi je pense qu'effectivement, il faut, et je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Romain, mais il faut avoir plutôt un horizon en fonction d'objectifs. Et les objectifs, c'est par exemple acheter un bien immobilier, c'est financer les études de ses enfants. Et il faut plus être goal-based investment en anglais, plus qu'autre chose, à mon sens. Donc ça veut dire prévoir, entre guillemets, bon voilà, moi à telle somme je suis content, je sors. C'est un petit peu ça. Voilà, suivant les objectifs de chacun. Pour terminer, Jonathan, vous étiez en Guadeloupe, vous avez donné une conférence là-bas sur que Bitcoin
peut être une réponse face à la vie chère. En quelques mots, dites-nous un petit peu ce que vous avez raconté là-bas, et puis vous nous parlerez du nouveau format aussi de Surfing Bitcoin. Et oui, Amaury, on est très fiers d'annoncer cette nouvelle déclinaison de Surfing Bitcoin après 5 ans à Biarritz. On a décidé de lancer Surfing Bitcoin, le Tour de France. Et l'idée, c'est justement de prêcher un peu la bonne parole, parce que c'est un peu ça, de faire de ville en ville, surtout avec le bull run qui approche et les nouveaux entrants qui arrivent sur ce marché. L'idée, c'est d'apporter toujours plus de pédagogie et démocratiser Bitcoin et expliquer justement l'utilité de Bitcoin, notamment en tant que réserve de valeur. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a, avec mes équipes, organisé cette première édition en Guadeloupe. D'accord. Donc on était à Jarry pour parler justement du problème de la vie chère, parce qu'il faut savoir que dans les Antilles françaises, on a un coût de la vie qui est 40% plus cher qu'en métropole. Donc en fait, lorsque les Français de métropole justement se plaignent de la vie chère, imaginez ce qui se passe dans les Antilles françaises, c'est catastrophique. Et donc pour répondre, une des réponses, parce que c'est pas évidemment la seule réponse, c'est de protéger une partie de son patrimoine en Bitcoin et de le protéger contre l'érosion finalement du pouvoir d'achat des monnaies traditionnelles. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait là il y a une semaine en Guadeloupe. On a fini. C'est quoi la prochaine étape du Tour de France Surfing Bitcoin? Voilà, et la prochaine étape, ce sera le 26 avril 2025 à Bordeaux. Ça va faire plaisir à Jean-Marc Daniel. Vous le verrez peut-être là-bas. Voilà. On va réinviter Jean-Marc Daniel. Voilà. On va évidemment réinviter BFM Crypto. Vous êtes le bienvenu, Amaury. Romain, si tu es encore là à ce moment-là, tu es le bienvenu également. En tout cas, venez nombreux le 26 avril à Bordeaux.